OMG, c'est la capsule locale et Archie Crassos va devenir pauvre. Archie Crassos, vous savez, c'est la streameuse qui fait du... Ouais. Tout ça. Et bah, Archie Crassos va devenir pauvre. Et c'est de l'actu locale. Voilà. Vous savez pourquoi? Les missions locales en quête de budget. C'est une petite vidéo de France 3 Hauts-de-France. Apparemment, c'est la merde pour la mission locale. On va voir ça. Regardez. Comment vous organisez avant d'aller chercher un boulot? C'est pas une obligation d'avoir une démotivation dans le cadre de la recherche de stage. Par contre, pour un emploi, oui. Dans ce cours, une quinzaine de jeunes s'apprêtent à sauter dans le grand bain du monde professionnel. Mais... Il y a des gens dans le chat qui sont à la mission locale? Il y a des gens qui sont là-dedans? Parce que ça a l'air d'être une sauce, hein. Moi j'avoue je l'ai vesquis parce que quand j'ai commencé à pouvoir me réintégrer, j'avais plus l'âge. J'y étais. Ouais, toi je le sais. Mais il y a des gens qui sont là-dedans, qui ont le fameux cheat code APL mission locale avant le RSA. Mission locale c'est horrible. Quand j'étais petit, ouais, ok. Oui, moi. Bah voilà, mission locale c'est peut-être bientôt fini. Profitez-en. C'est peut-être bientôt fini. J'arrive pas à voir le stream. Ah oui, c'est ton côté là. C'est peut-être fini, il y a plus d'argent, il y a plus d'insertion, ça dégage. Et pour cela, ils ont besoin d'aide. Ils ont donc toqué à la porte de cette mission locale. Waouh, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Ah, c'est terrible. Le plus, c'est... Oh là 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 là. Oh, il a pas l'air à l'aise devant la caméra. J'ai même pas envie de critiquer le physique. Et surtout, dans les aides en lui-même, les ateliers comme, par exemple, faire le CV ou nous accompagner pour les stages. En plus de l'insertion professionnelle, l'organisme aide aussi les jeunes à trouver un logement ou à bénéficier d'un suivi médical adapté. Attends, à trouver un logement? La mission locale, elle trouve des logements? Mais j'aurais su, j'y serais allé beaucoup plus tôt. Pourquoi personne ne m'a prévenu de ça? Attendez, je vais virer ça. Hein, je savais pas du tout. Moi, ça m'aide beaucoup. Là, justement, je sors d'une période de dépression. Et donc... Oh non, elle sort de DEP, elle essaie de se relancer avec la mission locale. Oh, la pauvre, c'est trop mimi. En vrai, ça dépend grave des missions locales. Moi, ils s'en battent les couilles et je peux rien faire. Faut juste que je pointe pendant le mois. T'as des villes où, pour le coup, c'est chaud. Ah, ok. Bah là, ça me fait du bien de, justement, reprendre le collectif, de revoir des personnes, etc. Donc, c'est cool. Un bébé. Global qui pourrait être mis à mal par le budget 2026, prévoyant une baisse de 13,6% des subventions. 13,6%, c'est plus d'un huitième. Ça veut dire qu'il y a plus d'un jeune sur 8 qui saute. Waouh. On a estimé à peu près à 500 000 € la perte pour notre structure en 2026 sur un budget de 4 millions. Attends, combien Baisse de 13,6% des subventions. On a estimé c'est à bien. peu près à 500 000 € la perte pour notre structure en 2026 sur un budget de 4,5 millions environ. Donc ça veut dire 4,5 millions, donc quoi, c'est 1 sur 8, c'est ça. 1 sur 8, 1 sur 9. 500 000 € qui disparaît. Waouh, le budget, il va être assassin. dire que dans un territoire comme le nôtre, sur lequel on a eu une ville-centre très urbanisée et puis beaucoup de ruralité, éventuellement ça nous empêcherait de pouvoir aller dans la ruralité vers les jeunes et poursuivre notre accompagnement. Des prévisions. Alors du coup, dépêchez-vous la mission locale. Faites-le... Ton stream, il flash? Je sais pas ce que ça veut dire. Dépêchez-vous d'aller à la mission locale parce que dans quelques mois, ça se trouve, ce sera plus possible. Donc grouillez-vous d'y aller maintenant avant que le budget y passe. Inquiétante, sachant que le taux de chômage des moins de 25 ans a augmenté de 16% en un an dans la Somme. Waouh, plus 16% en un an pour le taux de chômage en un an. Waouh, y a rien, c'est la dèche. Sur local devenant parfois leur dernier recours. Nous, on a affaire à une frange de public qui a entre 16 et 26 ans. Régulièrement, ils sortent du circuit scolaire sans projet professionnel fondé, sans appréhension du monde du travail réel. Une mobilisation prévue le 18 novembre devant l'Assemblée nationale pour convaincre les parlementaires de revoir le chiffre. Ah, c'était hier. Oups, c'était hier, je l'ai pas vu. Voilà. Putain, c'est la sauce un peu. C'est vraiment la sauce. Mission locale devenant parfois... Putain, il y a un jeune sur 8 qui va avoir sa thune qui saute. Tout ça pour économiser 500 000 €, c'est rien. C'est combien le budget de l'État? Total, ça c'est combien? Budget France. Il est de combien? Oui, vas-y, fais voir. Budget de l'État.
Oh. 300 000 millions, 300 milliards. 300 milliards et ils enlèvent 500 000 pour foutre dans la merde des jeunes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vraiment, vraiment. Non, ta gueule, toi. Quel enfer. Hausse du budget de l'armée et de la police, je sais pas. 260 milliards donnés aux grandes entreprises. Putain, mais ça veut dire que 260 milliards dans 260 000 millions. Donc, si on multiplie par 2, ça fait 520 000. Oui, c'est ça. 520 000 fois l'argent retiré pour les jeunes que de nos entreprises. 520 000 fois. C'est-à-dire qu'avec l'argent donné aux entreprises... Putain, avec l'argent donné aux entreprises, du coup, ces jeunes-là, ils pourraient travailler pendant 520 millénaires. Ouah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bah super, quel plaisir. La mission locale, du coup, bah, il y a bientôt plus. C'est bientôt fini, c'est pas grave. Bon, allez, dépêchez-vous d'aller à la mission locale avant que ce soit fini. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Urban Trail de Lille. Ah, par contre, par pitié, mets-moi de... Ah, ça c'est compliqué. Qualité. Mets-moi une vraie bonne qualité, par pitié. Voilà. Départ de l'Urban Trail à Lille. 15h, les premiers participants s'élancent. Au programme, 2 courses de 5 Je l'ai fait une fois, ça. et 10 km avec une boucle autour du parc Jean-Baptiste Lebas. Avant Le parc Jean-Baptiste Lebas, attendez, faut que je vous montre. C'est le parc au gris rouge. Je vous montre. Parc Jean-Baptiste Lebas, c'est le parc qui est un peu plus à l'ouest de Lille. Ouais, c'est celui-là, voilà. J'ai des images. Vous voyez, c'est un parc à des grilles rouges comme ça. On l'appelle le parc rouge beaucoup. Avec des petits jeux pour les enfants, etc. Qui est plutôt cool en vrai. J'ai fait beaucoup de maraudes, de bases de maraudes là-bas. On voit du coup le beffroi de la ville de Lille. Etc. Avec, ah oui, il y a toujours cette sculpture d'Eldorado de l'époque. Mais c'est un parc que j'aime bien, voilà. de passer dans le parc de la Citadelle. Et à l'arrivée, une vraie fierté pour tous. C'était génial, le public franchement merci, c'était top. Les conditions étaient optimales et le parcours est parfait pour un chrono. Je suis trop fière, je suis très contente, c'est bien C'est moi ou le son est dégueulasse? passé, je pensais souffrir et j'étais très contente. Bah très content, j'ai jamais fait le temps que j'ai fait donc tout va bien. Oh. Distance, les Kenyans font la loi. Le vainqueur, mesdames, messieurs, le podium masculin sur le 5 km. Les Kenyans font la loi, il y a 5 mecs et il y a 3 blancs. Donc bon. Mais la vraie spécificité de... Ah non, ils avaient des coupes, attendez, non, je crois que je suis juste con. Je crois que je suis débile, attendez. Ouais, enfin, oui. 2 sur 3, ça va. Je sais pas si les deux sont Kenyans, mais genre lui, il l'est pas en tout cas. Sur le 5 km. Mais la vraie spécificité de l'Urban Trail de Lille, c'est cette course nocturne de 8 km, en courant... Ça, j'ai déjà fait. À la découverte du patrimoine local. C'est l'occasion de se balader, l'occasion de découvrir des monuments, l'occasion de vivre... Ça, c'est un peu cool, les courses de nuit, c'est un peu marrant. Vivre sur l'île, un moment sympa. Faire une petite promenade et découvrir un petit peu les monuments culturels de l'île en famille. Opéra, cathédrale Notre-Dame de la Treille, les participants visitent... Oh, ils sont allés dans les sous-sols de la cathédrale, ça, c'est stylé, ça. Un jour, je vous y emmènerai dans les sous-sols de la cathédrale, c'est magnifique. Re-YouTube, on n'a rien vu, j'ai eu un énorme crash, mais tout va bien maintenant. C'est bon. Hop, on disait quoi déjà? Oui, l'Urban Trail. Opéra, cathédrale Notre-Dame de la Treille, les participants visitent, sans oublier de faire la fête. Ah, la fête! Entre amis ou en famille. C'était gaze de fou comme fête. Refais voir la fête? C'était nul à chier comme fête. Il m'a remis mes rabbins, je les avais enlevés. Mais enlève-moi les rabbins enfin, voilà. Entre amis ou en famille, ils sont venus avant tout pour profiter de l'ambiance. Oh, ça a l'air gaze de fou. Et le DJ est pas mal, ouais. C'est juste incroyable, tout le monde est super content. Sa tête me vous dit pas un truc? Non, vas-y, j'arrête. C'est vraiment fou. Pas de chronomètre. On dirait le canon français, non, dosez. Pas de classement, alors les Lillois vont prendre tout leur temps ce soir. Voilà,
Bah écoutez, c'était un peu nul, mais c'est pas grave, parce que j'ai d'autres trucs qui sont bien. Le trail, on s'en fout un peu, mais j'ai... Ah bah là, on va rigoler. L'importance du maintien de la cellule d'accueil contre les abus sexuels dans l'église. C'est bien, ça. C'est bien, on s'amuse. Quelle est la situation en 2025 ? Ah, le diocèse de l'Oise publie son rapport sur les abus sexuels. Ah, bah parfait. Cette année, il y a eu 9 nouveaux cas. 9 nouvelles victimes se sont présentées à la cellule. Ça veut dire qu'il y en a eu en réalité une cinquantaine. Hein. On connaît les stats des victimes que vous acceptez. Pour témoigner des abus dont elles avaient été victimes. C'est pas 9 personnes en France, c'est 9 personnes dans l'Oise. Qui mène depuis le début à plus de 80 victimes connues pour des périodes d'abus plus ou moins longues et plus ou moins anciennes. Ok. Et ce qui conduit aussi, enfin, ce qui conduit à 37 prêtres religieux mis en cause. Waouh. 37 prêtres mis en cause. Ah ouais. Dans l'Oise, hein, toujours. Je sais pas, il y a combien de paroisses dans l'Oise? On va regarder. Combien paroisses en Oise? Liste des églises de l'Oise. Édifices religieux de l'Oise. Voilà, voyons voir. Il y a 37 prêtres. Hein. 1052 édifices pour 700 communes. Ouais, mais il y a des prêtres qui se partagent différents trucs. Ah, attendez. Prêtre de l'Oise au port du burn-out. Ouais. Non, faut s'abonner aux Parisiens. Je vais pas m'abonner aux Parisiens. Oh. Une paroisse grande comme 3 fois la ville de Paris. Ah ouais, fais voir la fusion décidée par l'évêché. Ouais, y a pas des stats sur... Ouais, du coup, t'as trouvé des prêtres, ça d'accord. Noyon, Guiscard et Bécou-Touronne. On n'a pas les datas sur le nombre de paroisses. Aidez-moi le chat, allez diguer. Allez diguer. Allez diguer. Rassemblement entre 5 paroisses. Diocèse de l'Oise en chiffres. Ah, ça c'est bien ça. Ah, il n'y a pas de chiffres en fait. Il y a écrit diocèse de l'Oise en chiffres, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas de chiffres du tout. Mais... Je vais bien parler de ChatGPT, hein, j'en ai rien à foutre. Je demande à ChatGPT en live. J'en ai rien à foutre. C'est bon, ils m'ont saoulé. Le Parisien m'a saoulé, c'est la faute aux Parisiens si je... Oh! Oh oui, connecte-moi avec mon compte écharpe, laisse-moi tranquille. Oui, continue avec Google. Par pitié, attendez, hop, quand même, voilà. Ça remarche pas. Tu crois essayer de ChatGPT? Bah, il me dira une réponse crédible au pire. Alors, attends. Tac. Voilà. Fais voir, du coup, ChatGPT. Combien y a-t-il de prêtres en Oise? Dans le diocèse de Beauvais, il y a 106 prêtres. Fais voir. La source 106 prêtres. Sur les 106, il y en a 37 concernés. Oh. Ah oui, c'est ça. 106 prêtres, dont 37 mis en cause pour violence sexuelle. Attends, c'est un tiers. Un tiers de toute la paroisse est mis en cause. Conduit aussi, enfin, ce qui conduit à 37 prêtres religieux mis en cause. Un tiers est mis en cause. Un tiers dans l'Oise. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Plus d'un tiers même. C'est une folie. Pourquoi la transparence? Non mais d'accord.
Nous ne nions pas la réalité. Et nous essayons de l'assumer et d'en porter les conséquences. C'est une folie. Qui se présente à la faveur de Betterham ou d'autres, eh bien, c'est bien que les victimes puissent s'exprimer. Et c'est donc cette émergence des témoignages des victimes qui nous fait prendre conscience de la profondeur du traumatisme vécu. Et oui. La question, elle est bête. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y en a autant? Question 3. Ok. Quelles sont les mesures appliquées? Ah, ça c'est bien ça. Un peu de réflexion sur comment faire en sorte que ça n'arrive plus, parce que punir, exclure, c'est bien mignon, mais ensuite il faut aller plus loin. Quelles sont les mesures appliquées? Les actions aujourd'hui visent à faire à ce que tout prêtre, tout diacre ou tout laïc qui est en contact avec des jeunes, que ce soit le catéchisme, que ce soit les servants de messe, que ce soit les patronages, etc., et même dans l'enseignement, ait une formation et puisse être prévenu des postures justes, des relations justes, d'adultes vis-à-vis d'enfants. Hein? Des formations pour prévenir des postures justes? Parce qu'ils pensent que si les prêtres ils touchent des enfants, c'est parce qu'on leur a pas essayé d'expliquer comment ne pas le faire? Quoi? Ah ouais, archi, j'ai grandi à la frontière de l'Oise et j'en ai souvent entendu parler des abats et d'agressions de prêtres. C'est zéro étonnant que ce soit autant. Un tiers, un prêtre sur toi est mis en cause. Ça veut dire qu'il y en a sûrement plus qu'on fait des dingueries. Un prêtre sur 3. Un prêtre sur 3. C'est une folie. C'est une folie. Oh. Si tous les prêtres sont pas en contact avec les enfants, ça veut dire que c'est plus d'un tiers des prêtres qui sont en contact avec les enfants. Waouh. Waouh. Je sais pas. Les adultes savent pas ce qu'ils font. Ils aguichent les gosses. Peut-être, je sais pas, mais c'est terrifiant. Le constat est terrifiant. Et les solutions sont vraiment genre pas suffisantes. Genre, c'était de la poudre aux yeux. Oui, on va faire une formation pour expliquer aux prêtres qu'en fait, les enfants, il faut avoir des postures qui sont respectueuses. Leur expliquer les postures respectueuses. Mais à quel moment t'as besoin d'une formation pour savoir comment ne pas toucher des gosses? Des formations pour apprendre à pas toucher des gosses? Enfin, genre, c'est pas qu'ils savent pas faire. C'est pas un peu genre, ils ont fait malgré eux parce qu'ils ont pas été formés. C'est bizarre. Des enjeux de pouvoir, oui, de fou. C'est des enjeux de pouvoir, surtout. C'est ça le vrai problème. Je sais pas, c'est trop étrange. Trop étrange. Attention, violer les gosses, c'est pas bien, on va vous expliquer comment faire. D'accord, ok, super. Ouais. Changeons de sujet, revenons sur un truc un peu plus léger, mais un peu plus enfin un peu plus, non, mais un peu dégueu quand même. Hop là. Les protéines d'insectes très prometteuses pour l'alimentation animale. Très bien ça, allez c'est parti. Dans ce bac, 2 kilos de larves, soit l'équivalent en protéines de 5 steaks de 100 grammes. Ce laboratoire travaille à obtenir le meilleur rendement possible pour ces formes embryonnaires de mouches soldats noires. Elles se nourrissent de résidus de culture céréalière. On va travailler sur des leviers nutritionnels. Des mouches embryonnaires de soldats noirs, ok. Également. Et aussi un petit peu sur de la sélection génétique. On va chercher par des croisements, au fur et à mesure des générations, de sélectionner les individus ou les populations d'individus qui sont les plus performantes. Un laboratoire d'un genre nouveau, unique en Europe. Les protéines à destination de la consommation animale sont produites à partir d'une larve de 8 jours, taille 1,5 cm environ. Pour les en grand nombre, avec un bon rendement, les chercheurs travaillent sur tout le cycle de vie d'une mouche, comme le montre ces bacs, un lieu crucial, cette salle rouge. Les mouches ne peuvent voir cette couleur et se croient dans la nuit. Il est ainsi plus facile de les étudier. Ah, c'est trop intelligent. Je savais pas que les mouches, ça voyait pas le rouge. Ah, c'est trop futé. Ce qu'on va regarder, c'est plutôt des indicateurs, on va dire, quantitatifs, principalement effectivement le nombre d'œufs qu'elles pondent par jour, la durée des cycles, leur durée de vie aussi. Parce qu'il faut savoir qu'une mouche, en fait, son rôle, c'est de se reproduire. Et en fait, une fois reproduite, elle va mourir. Les femelles pondent en fait entre les interstices en bois. Et nous, ça nous permet de pouvoir... D'accord, donc c'est des plaquettes qui sont accrochées avec des trucs pour avoir des... Et les femelles pondent entre les bouts de bois ici. Et du coup, après, ils récupèrent les œufs et ils bouffent les cadavres. Les collecter, les peser tous les jours.
Chaque mouche tous les jours. Oh putain, le taf de con, tous les jours tu vas aller récolter des œufs de mouche pour les peser, vraiment un taf de con. ont plusieurs centaines d'œufs qui deviendront des larves. Celles-ci vont se développer à l'intérieur de cet autre bâtiment dans des conditions nutritionnelles et de température très précises au sein de ces caisses. Parce que la nourriture est consommée, on va les tamiser pour récupérer les larves et évacuer le reste, ce qui n'est pas utile dans notre process. C'est un test grandeur nature et c'est vraiment l'ultime étape avant que ça passe à un niveau industriel. Et c'est ici que un niveau industriel, ah ouais. Une production de masse a lieu. Une usine. Waouh! C'est une usine à larves de mouche? Dans la Somme, Innovafeed devrait produire environ 25 000 tonnes de protéines cette année, ainsi que de l'huile et des engrais naturels. 25 000 tonnes de protéines. 25 000 tonnes de protéines. Qu'est-ce que... On est sur des échelles de cons. Oh. D'accord, ok. Bah écoutez, super. On va bouffer... Vous, le chat, vous êtes chaud de bouffer des larves, vous? Tout ça dans un shaker, bam. Vous êtes chaud de bouffer des larves, vous, le chat? Ça vous dérange? Vous trouvez ça dégueu ou ça vous en foutez? Non, oui, ah, c'est partagé. C'est partagé, ok. Si j'ai pas le choix, c'est presque assez pour invoquer 80 balles. Ah, il y a des gens qui étaient là hier. Pas dans l'immédiat, faut voir. Pas spécialement. J'étais là, je pense pas que ça passera. Ok. Les gens qui sont pas chauds, si jamais on vous dit pas qu'il y a des larves et du coup vous n'êtes pas dégoûté et vous le mangez, ça va très bien. Vous en voulez aux gens ou pas? Si je vois pas, c'est ok. Ouais, ok. En vrai, moi ça peut me dégoûter, mais si on me le dit pas et que c'est dans un truc de viande hachée ou de boulette ou quoi, m'en fous, hein. En farine, pourquoi pas, ok. Oui, non, oui. Ah, c'est pas clair, hein. Ah, vous êtes un peu partagé. Préférez bouffer des larves que je deviens vegan, en vrai, vous fumez un peu, oui. Oh, bah, alors, très bonne question. Alors, petit Paul. Vous préférez manger des larves comme ça, ou des larves en farine, ou bien go vegan, ou bien viande, fin du monde. Qu'est-ce que vous préférez, le chat? Hop, je vous fais le petit sondage pendant 2 minutes. Les autres formes de prot, ok. Barre de céréales protéinées, ok. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, franchement, tout me va, en vrai. Hein. En vrai, tout me va là-dedans. Envie de voter larves et viande. Ah oui, c'est bizarre, ça. Les larves comme ça, personne n'est chaud. Ah ouais, marrant. Go vegan, je serais pas con, mais trop de taf à apprendre. Ouais, si j'ai le choix, go vegan. Je bouffe à tous les râteliers. Bizarre. Ok. Tant que c'est pas vivant. Bah non, elles sont mortes, les larves. Barre de céréales protéinées, ouais, ok. Ouais, je mangerai des insectes si j'ai pas le choix, donc s'il y a pas de légumes. Ah, mais tu peux pas bouffer que des légumes, tu dois bouffer aussi des féculents, tu dois bouffer des fruits secs, tu peux pas bouffer que des légumes non plus. Niveau carence, après, c'est compliqué. Tu peux bouffer que des végétaux, mais que des légumes, c'est compliqué. Hein. Go vegan, ok. Ok, vous êtes plutôt team vegan. Plutôt team vegan. Les larves, vraiment, si on n'est pas au courant, et s'il n'y a pas le choix, on le fait, mais c'est vraiment s'il n'y a pas le choix. Ok. Je vois. Si on est au point de tout passer vegan, ce sera plus simple d'être vegan aussi. Oui, bah évidemment, ça bien sûr. C'est une question d'habitude aussi. C'est une question d'habitude et d'à quel point c'est la bouffe est facile d'accès. Parce que, en fait, devenir vegan, c'est pas dur. Enfin, cuisiner des plats vegan, c'est pas dur. Cuisiner des plats vegan facilement au quotidien, c'est plus compliqué. Vous préférez grailler des vers de terre, je chiale de rire, bah... Après, je le déglingue, le ver de terre. Plus cher que les mouches d'être vegan, cependant. Pas forcément, non. C'est plus cher s'il nourrit beaucoup de simili-viande, mais sinon, si vous voulez des légumes comme ça, pas forcément, non. Pas forcément. Larve comme ça, faut que ça soit gros. Ah ouais? On mange bien des fruits de mer, pas moi, c'est pas cachère. C'est cachère, les insectes.
Insectes, est-ce que c'est cachère? Voyons voir. Les insectes sont-ils cachères? Oui et non. Ah bah super. Ça c'est bien une réponse de juif, ça. Oui et non. En vrai, vegan, c'est ou bien cher ou ça prend le temps. Non, ou très simple. Ça peut être très simple aussi, hein. Tu mets juste 3 patates dans un four, c'est très simple, c'est pas cher, hein. Ah, par contre, ça rame, hein. Vraiment, le insectebio.com, c'est pas compliqué, c'est pas simple, hein. Ah, apparemment, attendez. Ok. Ça dépend des insectes. C'est quoi les critères du cachère? Il y en a plein. Apparemment, il y a certains cachères. Il y a certains insectes qui sont cachères, notamment certains types de criquets. Mais sinon, non, pas trop. On va voir ce que dit Insecte Bio. La réponse, c'est un passage du grand livre, le régime de Jean-Baptiste. Il y a 4 types d'insectes qui sont cachères. Les insectes ailés qui marchent à 4 pattes sont détestables pour vous. D'accord. Mais parmi les insectes ailés qui marchent à 4 pattes, vous pourrez manger ceux qui sont articulés de jambes au-dessus de leurs pieds et lesquels ils peuvent sauter sur la terre. Ok, donc les criquets. Enfin, les sauterelles plutôt. Parmi eux, vous pourrez manger la sauterelle selon son espèce, la sauterelle chauve selon son espèce, le grillon selon son espèce et la sauterelle en général selon son espèce. Mais tous les autres insectes ailés qui ont 4 pieds sont à abomination pour vous. Lévitique 11, 20, 23. D'accord, les sauterelles et les grillons, ça va. Mais le reste, c'est compliqué. Ouais, ok, je capte. Je capte. Bon, bah, écoutez. Bien des trucs cachers. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah bah tiens, un peu de culture, tiens. Un festival historique XXL. Des créatures fantastiques se faufilent. Oh, des géants fantastiques. Trop bien. Les allées. Elles rencontrent. Bah, par pitié, la qualité, enfin. YouTube fait quelque chose. Voilà. Contre des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Oh, les effets de fumée, ça fait tellement bandeur. Ou bien des nobles du XVIe siècle. Les univers... Alors, par contre, tu m'excuseras, mais ça, c'est pas 16e, ça, c'est un hussard, hein, bref, c'est pas grave. Les univers se mélangent et immergent les visiteurs dans différents espaces-temps. Avec un katana, on va toujours frapper. On est transporté dans le temps, il y a toutes les époques, on est complètement coupé du monde. C'est génial. C'est des passionnés, voilà. C'est des gens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment... Orientissime Jean Dubois, ah là 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 là. Tout ce qu'ils font. Pour moi qui aime l'histoire, c'est toujours un plaisir de voir ces choses, voilà. Marvin et Eline ne loupent pas une édition de ce festival. Le couple fait partie d'une compagnie de reconstitutions historiques du Moyen-Âge. Ah ouais, mais c'est un Ponzi en fait. Les clients de SAS, ils ont aussi des troupes aussi. C'est vraiment un Ponzi. Ils viennent renouveler leur stock d'accessoires. On a des bons artisans qui utilisent des bons produits avec de la qualité, Il a l'air con avec son truc. On a des bons artisans avec le chapeau de cuck. Désolé, l'air con. Naturel. Et nous, en tant que reconstituteurs, c'est vraiment ça qu'on recherche en fait. Donc, on veut vraiment donner au public, lorsqu'on fait des reconstitutions, la chose la plus historiquement précise possible. C'est quoi un Ponzi? C'est un truc multiniveau, un truc d'arnaque où tu mets des gens dedans. Pascal Leroy, lui aussi, fait son marché. Il cherche à recruter. Pascal Leroy? Les artistes qui participent. Il s'appelle Leroy? Oh là là. Attendez. Les artistes qui participeront au festival de fantasy qu'il organise en Belgique. Oh, c'est laid. Après, c'est normal, c'est le petit peuple, ils sont moches par moment. Mais oh. Et on a aussi beaucoup d'interactions avec le public justement. Pour leur expliquer. Ça m'intéresse. Non. Le raconter une histoire et faire participer à l'histoire. Le programmateur compte bien la perle rare. Le fait qu'il est avec tout son make-up, qu'il est en mode entretien d'embauche avec son make-up, c'est un peu marrant. C'est le coup de cœur, c'est ouais, ça j'aime bien, ça c'est différent, ça j'ai pas vu encore. Voilà, on va chercher un peu là-dedans et on va essayer de se mettre à la place du visiteur ou du petit enfant qu'on est tous à l'intérieur pour le côté waouh. 150. Waouh! Waouh! C'est qui lui? On dirait un catcheur. C'est quelle tradition d'avoir des dents de vampire en plastique et des têtes de mort dans des trognons de pommes?
Ça, c'est 100% historique. Aucun fantasme, que de l'historicité, de l'histoire et de l'archéologie. C'est... Ah, c'est donc ça la vidéo de Pacom Tielman sur Nosferatu? Ouah, Black Metal 2. Archie, tu valides la blague? 50 programmateurs, 250 professionnels du spectacle et des milliers de visiteurs attendus tout Après, elle est trop stylée. Désolé, avec la cicatrice, elle est trop stylée, la meuf. le week-end. C'est le panel varié de ces fous d'histoire. Oh, c'est gay un peu gay, je trouve. La meuf est trop cool, pardon. Bref. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a ensuite? Non, ça va être pour un peu après. La campagne des Restos du Cœur. Des raviolis, des saucisses, des... Dernière livraison de conserves avant la première distribution de cet après-midi. Il y a des gens qui sont dans les trucs Restos du Cœur, Secours populaire, Banque alimentaire, Croix-Rouge et tout et tout. Il y a des gens qui sont dans ces leurs-là ici sur le chat. Sinon, et que vous êtes dans la dèche, faites-le. Vraiment, faites-le. Ça peut vraiment vous aider. Parce que je vous connais le chat, vous êtes que des dépressifs précaires qui font rien et qui sont en mode tout est fini, je vais mourir. Sortez de chez vous, allez au Resto du Cœur. C'est déjà le peu d'argent que vous avez, vous pouvez l'investir dans des trucs qui vont améliorer votre vie à long terme plutôt que juste vous saigner pour pouvoir manger. Ça vous fera du bien. Franchement, faites-le. Franchement, faites-le. Quand j'aurai un appart, j'irai. Ouais. Foncez. Les étagères sont bien remplies pour le lancement de la campagne hivernale des Restos du Cœur. Ah. Si, vas-y, je vais le mettre là. J'en ai une quinzaine, quoi. Eh ben, vas-y, donne. Ces bénévoles s'attendent déjà à manquer très vite de compléments alimentaires comme le café, l'huile, le sucre ou le lait. Ouais, les trucs de base, quoi. Le lait, ça coûte très très cher. Et ça, c'est des choses qu'on n'aura plus avant. On avait plus de choses. Donc, quand on fait une collecte maintenant, on fait une petite liste et on dit ça, c'est nos besoins. Des besoins? C'est ça, c'est que si jamais il y a des gens qui ont un peu d'argent dans le chat et que vous voulez donner au Resto du Cœur, ne choisissez pas vous-même ce que vous donnez. Demandez-leur de quoi ils ont besoin. Selon les territoires, c'est différent. Ils vous diront, ils ont une liste de... par exemple, très souvent, ce dont il manque, c'est lait pour bébé et produits d'hygiène. Et du coup, si vous avez envie de claquer genre 5-10 balles pour acheter des trucs pour la Resto du Cœur, n'allez pas chercher une boîte de cassoulet. Genre vraiment, ça sert à rien. Allez leur demander de quoi ils ont besoin. J'ai vu des meufs du Resto du Cœur au supermarché, j'aurais dû aller discuter avec. Ouais, complètement. J'économise mon RSA comme un écureuil, à force. En croissance permanente avec la crise du pouvoir d'achat toujours plus installée en France. Malheureusement, oui. Alors, on augmente un peu plus de 30% d'une campagne sur l'autre en volume de personnes accueillies. C'est assez dingue. Ici, dans le centre, on accueille quasiment 300 familles. Parmi les nouveaux inscrits 300 familles, vous vous rendez compte? pour cette campagne, Patricia, jeune retraitée. Elle est accompagnée de sa fille, elle aussi bénéficiaire. Moi, j'ai vu en même temps que Julie. Moi, je matin. J'ai vu à 9h matin. Patricia est reconnaissante envers l'association fondée par Coluche. Bah évidemment, évidemment. Espérant que la situation soit temporaire. Les Restos du Cœur sont censés être juste une fois parce que c'était la merde, ça n'a jamais arrêté. 400 € de retraite. Avec un loyer de 380, c'est un petit peu dur pour manger. Voilà, en attendant, bien sûr que mon dossier se débloque pour pouvoir avoir le minimum vieillesse, pour pouvoir vivre et puis aller faire mes courses moi-même au lieu de venir au Resto du Cœur, tout simplement. 400 € avec le 380, elle a 20 € pour vivre dans le mois. Et elle a... Car plus que l'aide alimentaire, les Restos du Cœur mènent une action visant à une sortie durable de la précarité de ses bénéficiaires. Ouais. Oui, bah oui, mais c'est facile de dire ça, mais c'est un enfer de le faire. Ah, les Restos du Cœur, c'est un lore. Hein. Moi, j'ai travaillé pour eux, ici, localement, à Lille. J'ai travaillé pour eux, j'ai géré des centres, j'ai géré des distribs, et j'ai surtout géré des maraudes. Je m'occupais des maraudes. Alors moi, je conduisais pas le camion parce que j'ai pas le permis, encore moins le permis camion. Mais je m'occupais de ça et... Oh là là, les Restos du Cœur, c'est un lore, hein, c'est particulier. Hein. Pas dit qu'elle n'ait pas des charges en plus, mais évidemment qu'elle en a. Mais c'est particulier, les Restos du Cœur, parce que c'est parmi ceux qui ont le plus de moyens. Et ils sont quand même dans la merde. Ils ont des moyens parce qu'ils ont des camions, ils ont une petite flottille de véhicules, ils ont des locaux, ils ont des points de distribution, ils ont des centres, des entrepôts, ils ont des...
Et par contre, genre, tout est vieillissant. Genre, les bénévoles au Resto du Cœur, Archie, tu pourras confirmer, mais c'est très rare qu'il y en ait qui est en dessous de 50 ans. Hein. Voire en dessous de 60. La majorité des bénévoles des Restos du Cœur, ils étaient là à la fondation des Restos du Cœur. Ils étaient là à l'époque de Coluche. C'est spécial. Hein. C'est spécial. Qu'est-ce qu'on a ensuite Ah bah tiens, on reste sur la bouffe, mais on part dans un truc un peu plus feel good, regardez. Fromager, agricultrice se reconvertit pour mieux s'épanouir. Ici, on est sur un chèvre frais. Travailler dans le monde de la bonne bouffe, voilà une idée qui trottait depuis longtemps dans la tête de Jean-François. Depuis 1 an et demi, il tient une fromagerie dans l'Oise avec un associé. Ça nous fait 32,60 s'il vous plaît. Quelques chiffres, de quoi lui rappeler son passé de banquier. La partie qui me plaisait moins, c'était la partie où il fallait aussi vendre des assurances. Et voici. Vous en aviez marre ? Moi, je pense qu'il y avait un côté, en effet... Vous voyez, il a un peu même storytelling que Gueuleton, à base de... des mecs qui étaient dans un job de bureau, banquier, assurance, etc. Qu'on a eu marre, ils sont reconvertis. Sauf que lui, il est honnête dedans. C'est pas un vendeur, il est vraiment parti dans le truc, ça se voit, il tient une fromagerie, il parle aux gens tous les jours. Il est pas devenu un influenceur 12 de France, vous voyez. Pas marre, mais peut-être avoir fait le tour et moins d'envie. Et je le faisais moins par passion. Pour devenir artiste fromager, ce Picard de 31 ans a suivi une formation en alternance. J'en ai une ici un peu plus petite. Plus d'une centaine de variétés de fromages à connaître et de nombreux gestes techniques. Et on essaye de faire 3 parts, à peu près équivalentes. Aujourd'hui, Jean-François se dit heureux dans son quotidien. Waouh, ils ont l'air beaux ces frometons. C'est un métier où on apprend toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en progression. On fait les marchés. Faut des canonniers, non, le canonnier il demande des centaines et de kilos, voire même des tonnes de fromage. Ils peuvent pas, un mec tout seul peut pas. Donc c'est un autre univers. On se paye enfin à partir de ce mois-ci. Donc ça c'est une super nouvelle. Mais il faut savoir que s'engager dans un projet comme ça, c'est quand même un risque. Ce risque, Debar, ancienne cadre de 38 ans, l'a elle aussi accepté. Pareil, ancienne cadre reconvertie. Là, je laboure. Après avoir arraché les betteraves. 15 ans passés dans l'industrie pharmaceutique et elle dit avoir eu un jour un déclic. Elle vient de Cadre dans l'industrie pharmaceutique. Oh, elle faisait des poisons chez Sanofi. reprendre l'exploitation de son père. J'ai exercé pendant très longtemps un métier que j'ai adoré, vraiment. Mais je me sentais un petit peu en perte de vitesse. J'avais un petit peu plus de mal à me lever. J'étais un peu moins convaincue. Oui, t'étais en dépression, quoi. Je pense que pour demain midi, on aura fini. Ouais. Aux côtés de son cousin, Bertie gère 130 hectares, céréales, betteraves. 130 hectares. Ok, j'enlève le soutien. J'enlève le soutien, je la déteste. 130 hectares, ah la salope. Pommes de terre, un travail au rythme des saisons, et pour celle qui est mère d'une petite fille de 8 ans, un défi au quotidien. Après, elles ont l'air belles, ces betteraves. Sur de la culture, sur de la mécanique. Alors, ce que j'ai appris sur moi-même, c'est que j'étais bien plus forte que ce que je ne pouvais penser au départ. Et puis, je l'ai fait, voilà, tout bonnement. Ça Elle fait des TikTok, non. Conversion, l'agricultrice la partage sur les réseaux sociaux. Avec Oh non, c'est une gueule tonzouze. Oh non. de montrer qu'il est possible de changer de vie. Oh non, vraiment, elle fait des TikTok d'agriculture avec ses 130 hectares. Je la déteste. Il y a son nom. Attends, est-ce qu'il y a son nom? Instagram, newsletter, on s'en fout, Twitter, Facebook. Remettez-moi son nom, comment elle s'appelle? Ce risque, Bertie Debar, ancienne cadre de 38. Bertie Debar. On va la chercher. Bertie Debar. Bertil Debar. Non, mais putain, vas-y, cherche-moi sur Google, par pitié. C'est intankable, ça, de go, là. De con. Google. Par pitié. Voilà, mets-moi Google. Bertie Debar. Bertie Bach, Bertie Bernard. Ah, il trouve pas, hein. Il y a une particule, bien sûr qu'il y a une particule. Bertie Debar, non, c'est pas elle, ça. Bertie Minage, non. Berthilde. Vous pensez que c'est Berthilde? Ah, Berthilde Debar. Ah.
Non. Ah, c'est pas clair, hein. Attends, si je tape Bertil de Bar, betterave. Non. Ah, c'est pas clair. Écoutez, tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va regarder autre chose. Labellisation des dunes de Flandre. Ah, let's go, ça c'est très bien ça. Ça, c'est vraiment lui local, ça. On est sur la commune de Zuidcote, on est aux portes de la réserve naturelle de... Oh, Zuidcote, j'y suis allé il y a pas longtemps en plus. De la dune Marchand. Vous avez ici donc un aperçu du périmètre. Zuidcote, c'est juste à côté de Brédune. C'est quasiment à la frontière de la Belgique. Périmètre du grand site des dunes de Flandre, donc qui commence depuis la jetée de Dunkerque jusqu'à la frontière belge. Waouh, c'est magnifique, je suis désolé, c'est incroyable. C'est vraiment trop beau. Attendez, par contre, apparence, thème sombre, par pitié. Voilà, mets-moi le thème sombre de YouTube. Les images sont magnifiques. Vraiment, quelle belle région. La région est trop belle. Vous aimez pas la France? Tu parles. Mets-moi en 1080p. Avec ces 3000 hectares d'espace naturel, Oh, c'est trop beau. toutes les cases pour devenir le 23e grand site de France. L'aboutissement d'un travail de 50 ans sur la préservation du massif dunaire. C'est magnifique. Ça va être derrière des actions sur le développement de sentiers de randonnée, l'aménagement d'aires de stationnement de camping-car. Ça peut être aussi le travail sur la Pas dans le parc, à côté. Signalétique. Ça va être derrière des travaux pour requalifier des aires de stationnement. Ça va être le développement d'activités de loisirs dans le respect du site. Voilà, Waouh, c'est magnifique. Un label exigeant qui, une fois obtenu, permet de débloquer des projets. Exemple avec la ferme nord de Zuidcote, réhabilitée d'ici 2 ans en maison d'accueil du grand site des dunes de Flandre. Si c'est propre. C'est quoi une maison d'accueil du grand site? Oh, il y a des flics, je les aime pas. Au moins, on voit toutes les zones qui ont été faites. Sur le terrain, c'est aussi un défi. Dunes de Wulf, les éco-gardes travaillent à la restauration des habitats dunaires. Ici, c'est le but du jeu, c'est toujours de lutter contre l'embroussaillement. Si on ne faisait rien dans les dunes, Ok. on aurait ceci. Aubépine, 3 ou 4 mètres de hauteur, on perd de la biodiversité. Ok. Avec 500 000 visiteurs tout au long de l'année, qui dit nouveau label, dit nouveau flux de touristes à gérer. C'est une belle reconnaissance, mais justement, on espère que les gens seront éco-citoyens. Mais du coup, elle, c'est la police des dunes? J'ai trouvé. Oh, t'as trouvé. Oh, let's go. Vas-y, je finis ça, on revient sur Bertie après. Hop, je vais juste la foutre. Ici, voilà. C'est la police des dunes. Regardez, il y a écrit police et conservatoire du littoral. Et qui si jamais le sable, il est un peu trop foncé, paf, en prison. Viennent avec, on va dire, le code de bonne conduite en poche, qui ne font pas tout et n'importe quoi dans la dune. Elle est fragile, elle est délicate. Il y a pas mal de règles à respecter. Le cran des cales et son accès plage réaménagé. Un exemple des C'est beau, hein. menés pour préserver le territoire. C'est magnifique. du Cap, labellisé Grand Site de France en 2011 avec la baie de Somme. Le fait d'attribuer ce label aux dunes de Flandre a vraiment été comme un déclic de prendre conscience qu'on avait une vraie dimension régionale avec ces 3 sites. Avec un C'est magnifique. commun à l'avenir, le recul du sentier du littoral, soumis à l'érosion. On a trouvé un bout de shit sur du sable. C'est exactement ça. Le sable était un peu brun, on a cru que c'était du shit. Dans le doute, allez hop, ancra. Ok, incroyable. Les images sont trop belles. Regardez-moi le paysage comme il est magnifique avec des broussailles un peu partout, des dunes dans tous les sens, la plage et la mer, c'est trop beau. Du coup, on a... Oh non, join LinkedIn. Oh. Continuez avec Google. Oh oui, je continue avec Google, laisse-moi tranquille. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Bon. Du coup, LinkedIn, voyons voir ça. Hop là. Hop. C'est bon, c'est connecté. Salut Nafta. Ça vend du rêve. Et trop bien la région. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur truc là? Ah oui, Bertie, on a trouvé Bertie. Bertie de Bar. Exploitante agricole, Instagram, agricultrice pas comme les autres. Ah, c'est son Insta qui s'appelle comme ça? Oh là là. Agricultrice pas comme les autres. Elle fait des webinaires. Elle était déléguée médicale et pharmaceutique.
Et visiteuse médicale, responsable commerciale de laboratoire. Oh là 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 là. Vas-y, fais voir. Allons voir sur Instagram. Allons voir sur Instagram, on va voir son nom. C'est quoi un webinaire? C'est les formations de start-upers, là. Oui, oh, je suis connecté à rien. Oh, c'est un enfer. Mais j'ai pas de compte Instagram, moi, en plus. Create new account. Bah voilà, tiens, hop là. Email. Oui, bah, écharpe. Je me crée un compte Insta en live. Hein. Juste pour Bertie. Hein. J'espère que ça va être bien. L'email est déjà utilisé? Ah bon? J'ai déjà un compte Instagram avec cet email-là? Bah, je vais me connecter alors. Voilà, écharpe. Gmail.com. Voilà. Mon password, c'est bon. Je suis pas en train de le montrer. Login. Ça marche, ça? Ah, follow écharpe sur Insta. Non, 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 non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Non, je veux pas save mon login info. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, il y a un problème avec Instagram? Oh, il y a rien qui marche. Oh, ça m'a saoulé, c'est bon. Bertie, elle dégage. Elle va se faire foutre, c'est bon. Oh, ça m'a énervé, là, Bertie de con, là. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Elle va se faire foutre. Elle va se faire foutre. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Nul à chier, exactement. Oh bah, y a pas le... Bah. Eh bah, y a de nouveau rien qui marche. Eh bah, c'est tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, autre sujet. Ah, sujet dont je voulais vous parler. Vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé un peu de l'histoire de pollution de l'eau. Truc que je voulais un peu creuser un peu. Je vous rappelle qu'on avait déjà vu un truc là où la pollution de l'eau, qui est majoritairement dans le nord du moins, aux obus de la Première Guerre mondiale qui sont encore dans le sol. Bon, on a un peu de news. On a un exemple d'opération de déminage là. Sur place, les démineurs sont déjà en plein préparatif. Sous leurs pieds, dans ce champ en lisière du village de Hepp, l'équivalent de 4 tonnes de munitions comme celle-ci, soit... Dans un champ du village, il y a 4 tonnes de munitions. 4 tonnes de munitions dans un champ. Près de 600 obus datant de la Première Guerre. 600 obus. Je vous rappelle, le nombre d'obus encore enterrés, on est à 250 millions. Là, ils en ont trouvé 600 dans un champ. Ce sont des munitions allemandes 7,7 cm, donc explosives, qui n'ont pas été tirées. Donc c'est vraiment un dépôt de munitions en attente. Elles n'ont même pas été tirées, c'est juste un dépôt de munitions. D'utilisation. Mercredi, les obus vont être emportés pour être détruits. L'opération nécessite l'évacuation des habitants dans un périmètre de 200 mètres, car le danger est bien réel. Il n'y a pas de risque zéro. La munition, elle était faite pour fonctionner quasiment dans l'année de sa fabrication. Et là, ça fait une centaine d'années qu'elle est sous terre. Donc on ne sait pas, et on n'a pas de garantie de son degré de vieillissement. Ça peut être beaucoup plus sensible. La découverte a été... Oui, ça se trouve, ça explose, hein. Pourquoi est-ce que quand toutes les munitions se sont retrouvées abandonnées, ils ont cachées sous terre? Alors certaines ont été cachées sous terre, certaines ont été tirées et n'ont pas explosé, elles ont atterri dans le sol. Tout simplement. Faite en mars dernier par un salarié de cet agriculteur, pas totalement surpris dans ce secteur, situé à l'arrière de l'ancien front du chemin des Dames. Les anciens m'avaient dit qu'ici, il y avait eu un dépôt de munitions. Il a remonté quelques obus et là, il m'a appelé. François, il y a quelque chose d'étrange, tu peux venir voir. De son côté... Imagine, t'es en train de labourer, papa, tu plantes tes betteraves et là tu retournes et il y a des obus. Imagine, t'es un patron et ton employé te dit « Ah, j'ai un petit souci au boulot, ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé des obus. » C'est quoi cette vie de con? La municipalité prépare méthodiquement depuis... C'est un enfer. L'évacuation des 70 habitants concernés pour que tout se déroule en sécurité. 70 habitants, oh. Ils doivent quitter leur domicile et ils doivent donc laisser les fenêtres ouvertes et fermer les volets. Donc, ok, pourquoi? Afin qu'en cas d'explosion, il n'y ait pas de projection des carreaux à l'intérieur de la maison. Ah,
Ah, c'est pas bête. Ok. Donc ça, c'est la grosse consigne. Pour 9h, mercredi, les riverains devront avoir quitté leur foyer. L'opération pourrait se prolonger. Oh là 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 là, les bombes dans le sol, c'est une folie. Du chantier. C'est une folie, mais quelle vie de con. Vraiment, quelle vie de con. La guerre. Ah. J'en reparlerai plus précisément ça. Ce sera sûrement pendant le Fudge Event, c'est à voir, etc. On va reparler de pollution de l'eau. On va reparler des conséquences des bombes enfouies. On va parler de comment on dépollue l'eau si on arrive vraiment de l'état du réseau d'eau en France. On en reparlera un peu. En attendant, qu'est-ce que j'ai là? Attendez. J'ai un truc qui a l'air bien. Championnat du monde de surfcasting master. Je sais même pas ce que c'est. Mais les championnats du monde sont chez nous, du coup ça m'intéresse. D'accord, Jackie? Dès que le coup d'envoi est donné, les pêcheurs peuvent lancer leur ligne. On n'a pas lancé loin, on a lancé à 50 mètres, parce qu'on sait qu'il y a du flé. Si vraiment il n'y a rien au bord... Il y a du quoi? Bon, du flé? On va faire à peu près un lancer de 130, 140 mètres. Il y en a qui lancent à 160, 170 mètres. C'est le principe du surfcasting. Pêcher le poisson en mer, dans les vagues, tout en restant sur la plage. Et cela... Y a pas un nom traditionnel autre que cet anglicisme de con? Peut aller très vite, après seulement quelques minutes d'attente. Je viens de prendre un flé. C'est une belle Ouah, il est trop beau le poisson. Regardez cette truc sur les côtés là, il est magnifique. Un flé, ça s'appelle. Marais, c'est bien. Nous, ce qu'on recherche, c'est d'abord de faire un premier poisson, et puis après, on va dérouler. Le moindre poisson pêché est rapidement pesé puis mesuré avant d'être remis à l'eau. 1 gramme vaut 1 point. Ah. Le meilleur de la compétition est celui qui en accumule le plus. Et n'allez pas croire que tout se joue au hasard. Chaque compétiteur a sa stratégie. Oh, ils ont des strats. Ah oui, c'est une compète de pêche. Mais avec les poissons libérés. Mais du coup, les poissons, quand ils ont mordu un truc, ils sont blessés, ils meurent, non? On va pêcher avec des fils qui sont plus longs, des fils qui sont moins longs, des tailles d'hameçons différentes. Une petite perle qui va faire que ça va briller, le poisson va aimer. Depuis lundi, 70 pêcheurs venus de 10 pays différents s'affrontent ainsi sur la plage d'Équien. C'est trop stylé. la première fois que les championnats du monde de surfcasting sont organisés en France. Ma plus grande fierté, avec notre club de 25 adhérents, organiser un événement international de ce type, c'est super émouvant. Waouh. Il est un peu mignon et en même temps, j'arrive pas à m'enlever la tête qu'ils sont 70 à pêcher sur une plage. C'est un peu cuck, mais un peu mignon, mais un peu cuck quand même. Je sais pas. Et à en croire ce pêcheur sud-africain, la Côte d'Opale n'est pas un terrain facile. Les conditions météo ne sont pas idéales, il fait froid, et la structure de la plage change en permanence. Donc oui, c'est un endroit où il est difficile de pêcher, mais c'est aussi très excitant car c'est difficile pour tout le monde. Bien placé dans la compétition, l'équipe de France vise le podium. Let's go, la France, championne de surfcasting. La cérémonie de clôture de ces championnats du monde aura lieu ce samedi. Ce samedi? Attends, non, non, ta gueule. Ta gueule! Ce samedi, attends, sorti à 5 jours. Du coup, ça veut dire que... Je sais plus. Les poissons plats se trouvent dans la 7ème vague. Les pêcheurs amateurs ne pouvaient pas s'approcher, sauf... se fait 100 km pour être refoulé. Oh non, il fallait s'inscrire, Jean-Pierre Créateur. Jean-Pierre Créateur, il s'est pas inscrit. Oh, c'est trop triste pour lui, il a pas pu participer. Coup dur. C'est pas grave. Bon, en vrai, on va s'arrêter là pour cette capsule locale. Désolé YouTube pour tous les bugs, la prochaine sera mieux. Promis, bisous YouTube.